La Bibliothèque nationale de France. À l'occasion de l'exposition « Ne les laissez pas lire, polémiques et livres pour enfants », la BNF invite l'auteur et critique de bande dessinée Jean-Paul Genquin à parler de la censure en matière de bande dessinée. On a l'occasion donc ce soir et la chance d'avoir Jean-Paul Genquin qui est auteur de, on peut rajouter d'essais sur la bande dessinée, auteur de bande dessinée aussi, on pourrait dire, et bien sûr critique de bande dessinée. Et donc ce sera notre expert en la matière du sujet de ce soir, de cette table ronde ou rencontre intitulée La bande dessinée cible privilégiée des censeurs, ou en sous-titre comment la loi du 16 juillet 1949 a-t-elle influencé directement et indirectement l'édition de bande dessinée, alors en France mais aussi en Europe. On le verra peut-être plus précisément en fin de parcours de cette rencontre avec des illustrations que je vous ai sélectionnées qui vous feront comprendre que ce sont souvent, enfin là j'anticipe un peu, mais des bandes dessinées qui étaient étrangères et qui ont été traduites en France et qui ont subi quelques désagréments, dirons-nous. Voilà, alors, ce que je voulais en introduction peut-être vous dire, sans trop en expliquer non plus, parce qu'il y a eu un cycle de conférences déjà sur cette exposition, mais ça me paraissait quand même intéressant de signaler et de vous donner un petit rappel et de dire aussi qu'avant cette promulgation de la loi de 1949 sur les publications donc destinées à la jeunesse, la bande dessinée déjà était une cible privilégiée des censeurs, et notamment, et vous le savez si vous avez vu l'exposition qui a été démontée avant-hier, je crois, notamment de l'abbé Bethléem, prêtre, bibliothécaire de l'évêché de Cambrai, et auteur de roman à lire et roman à prescrire, un guide de lecture qui a été édité pour la première fois au début du XXe, en 1904, et qui a été plusieurs fois réédité. Je crois même que la dernière édition devrait dater de 2010, c'est ça ? Il y a eu une réédition très récente. C'est dire que les mauvaises idées quand même tiennent la place. L'abbé donc s'occupait aussi d'une publication périodique qui elle-même chroniquait les ouvrages et les publications destinées à la jeunesse qu'il fallait lire, qui s'est d'abord intitulé Roman Revue et puis qui est devenu la Revue des lectures. Il a été, comme le montre le dessin extrait du Pèlerin du début je crois de 1907, il était aussi un ardent activiste de la morale catholique pendant l'entre-deux-guerres. Non, là c'est pas, ce dessin ne représente pas l'abbé pendant l'entre-deux-guerres, mais vous montre aussi comment l'abbé agissait devant un kiosque de l'avenue des Champs-Élysées en train de déchirer des illustrés. Il a été condamné pour ses actions. Alors voici un extrait de ce qu'il pouvait dire des illustrés. Je souligne encore une fois le fait que c'est la bande dessinée qu'on appelait les illustrés était vraiment le cœur de cible de cette campagne de dénigrement. Alors fondé par un Hongrois naturalisé, le journal de Mickey a réussi grâce à son titre et à sa publicité. En raison de son indigence intellectuelle et morale, il doit être rigoureusement banni des familles et des œuvres catholiques. Respect aux enfants de France d'abord. On le verra, c'est un refrain qui revient très souvent, un refrain qui est proche de ce qu'on peut appeler une forme de protectionnisme. En illustration aussi, vous avez la une du journal de Mickey d'octobre 1934. Mais il n'y a pas que dans les milieux catholiques qu'une fronde s'organisait autour des publications qui commençaient entre deux guerres à avoir beaucoup de succès auprès des jeunes lecteurs, plutôt masculins, il est vrai, et qui publiait ces publications beaucoup de choses
provenant des États-Unis. Il faut resituer aussi le contexte. On commence à montrer un peu des publications, des grandes séries de l'âge d'or américaine. Ça, Jean-Paul pourra compléter, mais on découvre bien sûr Flash Gordon, en français Guy Leclerc, on découvre Mandrake, on découvre plein d'autres héros qui sont des héros pour ces lecteurs français de l'époque assez extraordinaires. Alors cette dénonciation des illustrés accusés de favoriser la délinquance juvénile est très largement partagée jusque dans les milieux communistes. Georges Sadoul, dont on connaît la plume ensuite, puisqu'il sera critique de cinéma, il écrira l'un des premiers ouvrages sur l'histoire d'ailleurs du cinéma mondial, a été rédacteur en chef de Mon Camarade et publié en 1938 une brochure qui est intitulée « Ce que lisent vos enfants », dans laquelle il analyse le marché de la presse enfantine et se pose en défenseur des intérêts des dessinateurs français. Là encore, je vous ai mis une petite citation extraite de cette brochure, dirons-nous, que je vous cite. Nous estimons pour notre part que les cerveaux de nos fils et de nos filles doivent recevoir d'autres aliments que des appels au meurtre, à l'érotisme, à l'esclavage. Nous pensons qu'il ne faut pas laisser les réactionnaires étrangers s'emparer du cerveau de nos enfants. Alors pendant l'occupation, certains journaux vont s'arrêter. On a eu une discussion tout à l'heure, Jean-Paul Genquin et moi, qui me faisait remarquer que le journal de Mickey a par contre pu continuer, mais beaucoup de journaux, beaucoup de publications belges, comme Spirou, Jumbo en Belgique, ou en France, ont été par contre suspendus. Il n'y a eu qu'un exemple d'un journal qu'on va qualifier de collaborationniste qui s'appelle Le Téméraire, qui a été publié entre janvier 1943 et août 1944. Mais il était évident aussi qu'à cette époque-là, toutes les publications d'origine américaine, toutes les bandes dessinées, plutôt les créations de bandes dessinées d'origine américaine que publiait le journal de Mickey étaient fortement interdites, bannies par l'occupant allemand. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, le journal de Mickey a continué de s'appeler le journal de Mickey jusqu'à son arrêt vers 1944. Et évidemment, à l'intérieur, il n'y avait plus la moindre bande américaine. Il y avait uniquement des créations françaises. Et pour ce qui est du Téméraire, c'est vraiment dommage que Pascal Horry ne soit pas avec nous ce soir, puisque lui-même a écrit un livre, un essai sur le Téméraire, et que ce qui est très intéressant, c'est que c'est clairement le seul journal pour enfants qui essayait d'introduire vraiment une idéologie fasciste nazie plutôt que de faire, je dirais, simplement de la collaboration de type pétainiste avec les valeurs de travail, famille, patrie. Là, il y avait vraiment des bandes clairement fascistes. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que des gens qui ont des auteurs qui ont travaillé pour ce journal après la guerre se sont retrouvés à travailler pour la presse communiste, par exemple, oui, et même l'un des auteurs qui travaillait dans le Téméraire a fait partie de la commission de surveillance. Donc, il y a une continuité dans ce que, disons, la volonté de protectionnisme qu'il y avait aussi, il n'y avait pas dans il n'y avait pas uniquement dans toutes ces critiques qui étaient émises vis-à-vis de la bande dessinée
avant-guerre et avant le vote de la loi de 49. Il n'y avait pas uniquement des visées moralisatrices, il y avait aussi clairement des visées protectionnistes. C'est-à-dire que la bande dessinée qui était arrivée avec le journal de Mickey en 1934 dans les journaux pour enfants était majoritairement une bande dessinée d'origine américaine. Si elle était américaine, ça voulait dire qu'elle n'était pas faite par des auteurs français, et que les auteurs français ont commencé dès avant la guerre à se plaindre de cette concurrence qu'ils estimaient déloyale. Ce qui est assez drôle, c'est que après la guerre, on a vu arriver une génération d'auteurs français qui, tout en continuant de critiquer pour certains la bande dessinée américaine, s'en inspirait très largement, en particulier le journal Vaillant, qui démarre en 1945, où plusieurs des bandes les plus notoires étaient clairement inspirées de modèles américains très répandus. Ou de modèles américains, ou dans la forme, je dirais aussi, du téméraire. Il y a un grand format, il y a certaines histoires qui sont vraiment pas décalquées, parce que la propagande est différente dans Vaillant, mais c'est quand on regarde les premiers numéros de Vaillant et la fin du Téméraire, c'est assez surprenant. Dans l'immédiate après-guerre, c'est le climat le climat délétère vis-à-vis des illustrés est sensiblement le même. Ça n'a pas, comme Jean-Paul Genquin l'a dit, ça n'a pas bougé. La question de la jeunesse aussi, de sa protection, devient un enjeu majeur. Tous les acteurs, qu'ils soient des éducateurs, du monde de l'éducation ou d'associations catholiques ou communistes, demandent un contrôle de la presse illustrée, pleine, je cite donc, de couleurs effrayantes et je cite encore des dessins indécents. Et ça concernait évidemment les bandes dessinées américaines que Jean-Paul Genquin a cité aussi. Voilà. Donc encore une fois, on juge ces publications comme responsables de la délinquance juvénile. Alors ce mantra reviendra aussi tout au long des années 50. On verra encore apparaître dans les années 50 des revues. Je pense à une revue qui s'appelle En France, qui publie un numéro spécial sur la bande dessinée après la loi de 1949 et qui continue à répandre, à faire à proposer une sorte de guide de lecture à la manière de ce qu'avait fait l'abbé Bethléem au début du XXe siècle et à être très vigilant et très dur vis-à-vis de beaucoup de publications et notamment celles des éditeurs, notamment les éditeurs qui publient des productions américaines ou étrangères. Là, je vous ai aussi montré un extrait qui était visible aussi dans l'exposition qui s'est terminée, d'un article qui est apparu dans Combat en 1947, donc 1 an et demi avant la création, l'élaboration de la loi de 1949, de Louis Pauwels, qui, je vais vous faire une petite citation, est aussi très très dur, évidemment vis-à-vis de ces bandes dessinées. Donc je cite encore: j'ai sur ma table aujourd'hui tous ces journaux, je viens de les regarder un à un, j'ai les yeux broyés, je sors de là d'un très poisseux cauchemar, j'ai le sentiment d'avoir été pendant 2 heures aspiré par les plus sales bêtes sous-marines engourdies, voulant crier et ne pouvant pas, plongé dans la terreur fixe, enfoncé dans le barbouillis cher aux psychanalystes, tournant la tête en bas dans le remugle des sourds désirs, des envies de viol et de torture, ramené à des fureurs larvaires qui font dessiner à des gosses de 10 ans, livrés par des sadiques à Kafka, un couteau fiché dans la lune qui pisse le sang, sur un ciel de pâte noire. Enfin, c'est assez sidérant de relire ça aujourd'hui. 70 ans après, on m'avait dit, je poursuis et je terminerai là-dessus, on m'avait dit depuis longtemps que la plupart de ces journaux étaient bien tristes. On m'a mal enseigné, ils sont ignobles. Louis Pauwels, alors c'est drôle parce que avec Jacques Berger, ils vont fonder dans les années 60
mouvement qui s'appelle le réalisme fantastique. Ils vont publier la revue Planète, Plexus, Sexus, etc. Et il se trouve que les éditions Planète vont être les premiers à éditer la première anthologie qui fait encore figure d'ouvrages de référence sur l'histoire de la bande dessinée au milieu des années 60. Donc il a un peu retourné sa veste. Alors ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que cette période de l'immédiate après-guerre est en fait une période où on constate dans beaucoup de pays occidentaux des paniques morales par rapport à la bande dessinée. Alors, on va trouver, donc, par exemple, dès 1948, et même en fait un petit peu avant, mais surtout à partir de 1948, les attaques aux États-Unis du Dr. Wertham contre les comic books, qui aboutiront en 1954 à la mise en place d'un système d'autorégulation un peu à la manière du code ACE pour le cinéma. Il y aura également en Grande-Bretagne une loi qui sera votée également pour le contrôle des publications jeunesse. En Allemagne également, il y aura des choses qui sont faites. Et puis, il y aura aussi dans des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, enfin, vraiment... c'est le moment où tout l'Occident semble se dire nos enfants vont devenir des monstres s'ils lisent des illustrés. Or, on est en droit de se dire mais attendez, des illustrés, il y en avait avant la guerre, qu'est-ce qui leur prend brusquement à tous ces parents et à tous ces éducateurs, etc., de s'aviser soudain que la bande dessinée pourrait être dangereuse pour les enfants. Alors déjà, il faut dire que la période, l'immédiate après-guerre, c'est vraiment la période où la bande dessinée de type moderne, c'est-à-dire la bande dessinée avec des bulles, se répand véritablement dans le monde entier. Et elle est souvent perçue à cette époque par les gens des générations précédentes comme une invention américaine. C'est-à-dire que finalement, la bande dessinée que lisaient ces gens quand ils étaient eux-mêmes enfants, c'était plutôt les Pieds nickelés, Bécassine, des choses comme ça, des bandes dessinées avec du texte sous l'image, donc il y avait de la lecture, c'était éducatif, même si dans le cas des... Avec peu d'onomatopée voilà. aussi. Donc, même si dans le cas des Pieds nickelés, c'était peut-être pas une très bonne éducation, mais enfin bon, dans l'ensemble, quand même, il y avait quelque chose, on pourrait dire, qui les rassurait. Et puis voilà qu'arrive, à partir de 1934, en tout cas en France, la déferlante de cette bande dessinée américaine, qui, et c'est là que ça devient assez étonnant, en fait, vient des journaux. C'est-à-dire que ces bandes dessinées tant décriés, ces Flash Gordon, ces Mandrake, etc., sont publiés dans les journaux américains où ils sont lus par toute la famille. Et donc, quelque part, on peut se dire, bah, quand même, les Américains, c'est pas non plus spécialement des dépravés. Qu'est-ce que tous ces gens ont à dire que ces bandes dessinées incitent à la violence, patati et patata, à l'érotisme et tout. Ben, en fait, bon, là, c'est clair qu'il y a un décalage entre la perception qu'on peut avoir en Europe de choses faites aux États-Unis et puis disons, la manière dont ces choses, ces œuvres faites pour un public américain sont perçues en Europe. Et puis aussi, ce qui est ironique, c'est qu'il y a aussi une panique morale aux États-Unis. Mais alors, pour le coup, évidemment, c'est pas la bande dessinée qui paraît dans les journaux qui en est la victime, c'est la bande dessinée qui paraît dans les comic books, c'est-à-dire les publications, là, pour le coup, généralement mensuelles, achetées par les enfants,
et où paraissent des personnages comme Superman, Batman, mais aussi toutes sortes d'autres personnages de bande dessinée. Donc. Et pourquoi cette panique morale aussi? Alors ça, c'est peut-être, je fais une petite parenthèse très courte parce qu'on en a aussi parlé. C'est parce que ces productions éditoriales sont peu onéreuses. Elles ne seront plus. C'est une histoire aussi de support. Je veux dire, on parle là de titres de presse, de périodiques qui sont vendus chaque semaine ou chaque 15. Il y a des formules quinzomadaires parfois. Et on verra que dans les années 50, il y aura aussi des récits complets qui vont aboutir à ce qu'on a appelé les petits formats. Et ces petites brochures de petits formats sont des choses, parce qu'on a commencé, Jean-Paul ou moi, à lire ces bandes dessinées en petits formats qui ne valaient rien, qui valaient quelques centimes à l'époque en France. Et quand on achetait quelques dizaines de centimes. Quelques dizaines de centimes, oui, c'est vrai, mais c'est aussi peut-être pour ça que les éducateurs portaient leur attention sur ces productions, parce qu'elles étaient très en vue, et en plus quand on a eu le format poche, c'était d'autant plus en vue que les enfants pouvaient les prendre facilement dans leur poche, justement. C'est pas faux, en ce sens que l'idée finalement, dans tous les pays, toutes ces paniques morales visent donc le média de masse qu'est à cette époque la bande dessinée. Donc après-guerre, on a souvent utilisé l'expression d'âge d'or de la bande dessinée pour définir différentes périodes. Et dans les années 60, par exemple, quand on a commencé en France à faire l'histoire de la bande dessinée, pour les gens qui faisaient cette histoire, l'âge d'or de la bande dessinée, c'était justement ces années 30 où ils avaient découvert la bande dessinée américaine. Mais en fait, s'il existe un âge d'or mondial de la bande dessinée, c'est clairement l'après-guerre. Parce que c'est le moment où, juste avant l'arrivée de la télévision, le média de distraction facilement accessible à tous les âges et à tous les lecteurs populaires, mais pas seulement populaires, en fait, c'est la bande dessinée. La bande dessinée est partout. On la trouve pour vraiment pas cher. Dans certains pays comme le Mexique, il y a même des publications qui paraissent tous les jours. Je veux dire, on en rêverait aujourd'hui, quoi. Et ces publications échappent totalement au contrôle des générations de parents, d'éducateurs, etc., qui, évidemment, eux, n'ont pas connu ça. Je veux dire, dans les paniques morales, on trouve toujours ça, cet élément de un nouveau média où on a quelque chose de nouveau que les parents n'ont pas connu. Regardez les problèmes qu'il y a eu par rapport aux jeux vidéo, par exemple, ou aux dessins animés japonais. Enfin, toutes ces choses que les parents n'avaient pas connues, pour lesquelles ils voyaient les enfants se passionner, et que d'une part, ils ne comprenaient pas, et d'autre part, comme ils ne les comprenaient pas, ils ne contrôlaient pas. Et en tout cas, l'aboutissement de tout ça, à la fin des années 1900, la fin de la décennie 40, c'est l'aboutissement de toutes ces campagnes menées depuis même les années 20, je dirais. Et l'immédiate après-guerre, c'est la publication de la loi sur les publications destinées à la jeunesse. Celle-ci est adoptée à l'Assemblée nationale en juillet 1949 par 482 voix contre 181. Alors là, on va aller peut-être un peu dans le détail, mais je sais qu'il y a eu d'autres... dans le cycle de conférences, il y a eu d'autres rencontres sur, je crois, la loi elle-même. Le germe de cette loi, on va pas y revenir, mais il y a 3 articles qui me paraissent fondamentaux et qui vont être utilisés évidemment pour viser et interdire les titres ou les livres qui sont considérés comme dangereux et nuisibles pour la jeunesse. C'est d'abord l'article 2 que je vais vous lire pour mémoire. Qui a été un peu, depuis les années 2010, modifié.
Donc je cite l'article 2. Les publications visées à l'article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. Voilà l'article 2, qui évidemment sera utilisé à des fins d'interdiction. Et l'article 3, quant à lui, intéressant aussi, il instaure ce qu'on a appelé une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. Donc cette commission avait pour mission, a pour mission encore, parce que, pardon, mais on y viendra peut-être aussi, elle existe encore, c'est les désuètes, elle a pour mission donc d'examiner la totalité de ce qui paraît à destination de la jeunesse, hors livres scolaires auxquels par convenance s'ajoutent les abécédaires, etc. Une autre de ses fonctions est de conseiller le ministre de l'Intérieur dans l'application de l'article 14, ce qui signifie que son attention peut se porter sur l'ensemble de l'édition française. Les, entre guillemets, publications de toute nature qui sont citées par l'article 14. Donc elle est formée d'une trentaine de membres titulaires et d'un même nombre de suppléants, représentants de diverses institutions et associations, parlementaires, magistrats, employés de ministères, représentants d'associations familiales, de mouvements de jeunesse, de syndicats d'auteurs, parce qu'il y a aussi des syndicats d'auteurs, c'était intéressant parce que ça ajoute à cette idée de protectionnisme qu'on évoquait tout à l'heure, d'éditeurs aussi évidemment, et de l'enseignement public et privé. Ces commissaires, entre guillemets aussi, ne sont pas défrayés. Et bien que le ministère de l'Intérieur soit le plus concerné, la commission siège, et ça aussi c'est important, au ministère de la Justice, héritage de débats parlementaires qui envisagent une loi à l'application essentiellement judiciaire. Et les réunions étaient en moyenne trimestrielles. Cet extrait d'un livre que je vous recommande de lire et d'acquérir, qui s'intitule « Le dictionnaire des livres et journaux interdits » de Bernard Joubert, dont la deuxième édition a paru en 2011. Alors, Bernard Joubert, qui était là la semaine dernière en compagnie de Thierry Magnier, éditeur, et ils nous ont parlé de la commission et de son action aujourd'hui. Donc je pense qu'on pourra peut-être se concentrer sur plutôt la période où véritablement, oui, la période où véritablement la commission de surveillance s'est occupée beaucoup de bande dessinée, c'est-à-dire les années 50, 60 et dans une moindre mesure les années 80, mais quand même 70, 80, c'est-à-dire que tant qu'il y avait des Elvis France, ils avaient des bandes dessinées à lire. Ils avaient du matériau. Alors comment ça marchait? Est-ce que tu peux nous expliquer, Jean? Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionnait Tu comptais montrer aussi l'article 14? Je peux montrer aussi l'article 14. Parce que l'article 14, il est essentiel. Finalement, les 13 premiers articles de la loi mettent en place un système de surveillance destiné, c'est dans l'intitulé de la loi, aux publications destinées à la jeunesse. Sauf que, et ça on vient de le voir par rapport à l'article 3, il est aussi question dans l'article 14 des publications de toute nature. Donc finalement, ça ne s'intéresse pas seulement aux publications destinées à la jeunesse, mais à toutes les publications. Ouais. Ce qui est très intéressant parce que finalement, dans ses différents ouvrages, Bernard Joubert a fort justement noté que un seul éditeur avait été poursuivi au titre des 13 premiers articles. Il s'agissait de Monsieur Schott, dont tu montreras peut-être à un moment des publications, mais toutes les autres interdictions qui ont été prononcées, et ça, il y en a eu un dictionnaire épais comme ça, c'était au titre de l'article 14. Et puis, évidemment, il y avait un autre type d'interdiction qui n'est
peut-être pas mentionné du tout dans la loi, c'est l'interdiction d'importation. Puisque la bande dessinée franco-belge, comme son nom l'indique, était aussi belge et que de grands éditeurs, les éditions Dupuis et les éditions du Lombard en particulier, étaient de Belgique, donc leurs albums devaient pouvoir être importés en France. Donc l'article 14 de la loi de 49. Alors l'article d'accord permet au ministère de l'Intérieur de décider d'une mesure d'interdiction contre les publications de toute nature, comme tu l'as dit. Les conséquences, elles peuvent être assez graves. Alors il y a une évolution de cet article. Il y a trois interdictions, donc qui sont prévues. Ouais. Première interdiction, c'est l'interdiction de vente aux mineurs. La deuxième interdiction, c'est alors les interdictions 2 et 3 sont l'interdiction d'exposition et l'interdiction de publicité. Alors l'interdiction aux mineurs, à la limite, tu étais sur le point de le dire, ça n'a pas vraiment de grosses conséquences, sauf une année en 1971. Où le fait d'avoir qu'une publication soit interdite aux mineurs voulait dire qu'il avait un taux de TVA de 33%. Et donc, ça rendait son exploitation commerciale impossible. Mais ça, c'est arrivé 1 an. Et en fait, c'est pile poil l'année où il y a eu une interdiction aux mineurs. Et c'était un titre qui s'appelait Marvel, qui publiait des bandes dessinées de super-héros. Par contre, les 2 autres interdictions, là, ça signifie l'arrêt de mort d'une publication, parce que si on ne peut pas la montrer chez les marchands de journaux et chez les libraires, et qu'on ne peut même pas en faire la publicité, comment est-ce que les gens peuvent savoir qu'elle existe, hein? Il faut... alors, elle n'est pas interdite de vente. C'est ça, cette merveilleuse hypocrisie de la loi française. Hein, nous sommes un pays très hypocrite. Et donc, on pourra vous dire, mais il n'existe pas de censure en France, parce que d'abord, toutes les décisions qui sont prises par rapport à des publications le sont après leur publication. Et d'autre part, parce que ces 3 interdictions ne veulent pas dire une interdiction de vente. Oui, mais essayez donc de vendre une publication sans pouvoir en faire la publicité, sans même pouvoir qu'elle soit mentionnée dans des articles de presse, puisque ça reviendrait à en faire la publicité. Il n'y a qu'un seul exemple de cas où une bande dessinée a résisté et a continué de paraître malgré ça. Mais bon, clairement, les 3 interdictions, ça signifiait l'arrêt total. Voilà. L'arrêt total d'un titre ou de commercialisation tout simplement d'un ouvrage, quoi, quand il s'agissait d'un ouvrage. Parce que, comme vous l'avez compris, donc on s'intéresse, la commission de surveillance s'intéresse à la fois donc aux publications et aux livres. Alors on peut peut-être revenir sur le fonctionnement. Comment il faut déposer un titre. Après, ça s'est fait de manière un peu automatique auprès de la commission de surveillance. Chaque trimestre, les membres de la commission, à tour de rôle, quand ils ne pouvaient pas être présents, pour ceux qui n'étaient pas ou se faisaient remplacer par des suppléants, donc examinaient les titres en question, et puis on donnait des avis, et à partir de ces avis, on prenait une décision. C'est bien comme ça que ça se passait ? Oui, alors le truc, c'est que finalement, celui qui prononce les interdictions, donc c'est le ministre. Hein, mais sur avis de la commission. Maintenant, cela dit, le ministre peut aussi décider de prendre une interdiction de sa propre initiative sans en référer à la commission. Ça a été fait, je crois, pour certaines publications de type politique. Alors,
ce qui est intéressant, c'est que la commission, donc, va donner un avis disant, ben voilà, on conseille que cette publication soit interdite aux mineurs, voire à l'exposition, à la publicité, etc. Généralement, cet avis est suivi par le ministère. Et puis, le problème, c'est que il ne se limite pas à ça. C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai dit qu'il y avait les 13 premiers articles et l'article 14, c'est que véritablement, finalement, ce que devrait faire la commission si elle constatait qu'un éditeur enfreint dépasser les bornes, tu veux dire. Voilà, qui publie quelque chose qui encourage la paresse, etc. Enfin, toutes ces choses-là. La justice devrait être saisie. Mais vous comprenez que à partir du moment où la justice est saisie, l'éditeur a la possibilité de se défendre. Hein, cette chose-là, clairement, c'est pas la stratégie qui irait, enfin vous voyez, à partir du moment où il y a un procès, il y a un avocat de la défense, il y a un avocat de l'accusation, il y a un juge qui va décider, et qui va décider quoi? Qui va décider que, par exemple, les aventures d'un justicier, fût-il masqué, ça encourage la criminalité? Ça paraît très ridicule, je veux dire. Donc, en fait, ce que vont faire les gens de la commission de surveillance, c'est que vraiment, donc je vous l'ai dit, il n'y a eu qu'un seul cas où il y a eu des poursuites contre un éditeur, et ça a duré des années. Il y a eu 6 années, je crois. Voilà, des procès, et finalement, ils ont réussi à avoir gain de cause. En 61, voilà. Ça mais pendant ce temps, l'éditeur, d'une part, il continuait d'éditer, et puis d'autre part, la commission s'est bien rendu compte que c'était pas la stratégie à suivre. Donc, en fait, la stratégie qu'ils ont suivie, et ce très rapidement, c'était plutôt de dire aux éditeurs: oh, vous savez, ce que vous publiez, telle série en ce moment dans votre journal, c'est pas très bien. Hein. Si vous continuez de publier ça, vous risquez d'avoir des interdictions. Alors c'est ce qu'on appelait des recommandations. Et avant ces recommandations, souvent on pouvait convoquer l'éditeur. Il y a aussi cette formule, un peu la formule de la terreur, c'est-à-dire qu'on convoquait l'éditeur et oralement on lui disait qu'il fallait suivre plutôt cette voie, qu'il fallait améliorer le contenu de ce qu'il éditait, soit au niveau des textes, mais surtout des bandes dessinées. Et puis après, on le matérialisait, cette convocation, on la matérialisait sous forme de lettres de recommandation. Oui, vous imaginez bien que pour les éditeurs de publications qui plus est, là pour le coup généralement destinés à la jeunesse, ils avaient tout intérêt à aller dans le sens de la commission, parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'était continuer d'éditer leurs publications. Alors les publications en question, d'ailleurs, étaient de plusieurs types. Christian a déjà mentionné ce fait. On a d'une part des publications du style des hebdomadaires qui publient diverses bandes. Ce sont par exemple Spirou, Tintin, Vaillant qui deviendra le journal de Pif, puis Pif Gadget dans les années 60. Des publications catholiques comme Cœur Vaillant, Âme Vaillante, Bayard, enfin bon. Et puis, alors dans ces journaux, on trouve une variété de choses. Donc, c'est relativement simple pour un éditeur. S'il a
une série qui est plutôt mal vue de la commission, de la remplacer. Par exemple, tu pourrais montrer l'épervier bleu. Hein? Là, je sais que ça va te faire sauter pas mal d'étapes. Non, ça y est, tu viens de le passer. Voilà. L'épervier bleu. Donc l'épervier bleu, c'était une série d'aventures. Tout à fait, ouais. Et la commission aimait pas trop cette série d'aventures sur un aventurier. En plus, ce gars-là, non seulement courait l'aventure avec 3 ou 4 comparses, mais parmi les comparses, il y avait une femme. Vous vous rendez compte, avec laquelle il était même pas marié. Et donc, bon, tout ça était assez mal vu, d'autant qu'à un moment donné, l'épervier bleu était même carrément allé sur la Lune, avant Tintin. Bref, bon, l'éditeur, voyant que... L'éditeur belge, précisez quand même. Donc, c'était les éditions Dupuis, l'éditeur de Spirou. Ben, s'est dit, bon, ben, pas de problème, c'est pas les dessinateurs et les auteurs qui manquent, on va publier autre chose à la place, quoi. Et d'ailleurs, il me semble que ce qui a été publié à la place, c'était La Patrouille des Castors, les aventures d'un groupe de scouts. Mais ce qui est assez ironique aussi, c'est que finalement, ça n'a pas été mauvais pour la carrière de Sirius, de l'auteur, donc qui s'appelait Sirius. Puisque il me semble que c'est le moment où il a lancé sa série des Timur, qui était en fait une série historique un peu particulière, avec en fait l'idée c'était qu'on suivait les membres d'une même famille à travers différentes époques, c'est-à-dire que dans le premier volume ça se passait à l'âge de pierre. Et ainsi de suite, on avançait dans le temps, et cette série-là, qui montrait évidemment aussi ce qui se passait à ces différentes époques un peu sauvages et barbares. Elle, je crois qu'elle n'a jamais rencontré le moindre problème auprès de la commission. A priori non, alors que l'épervier bleu de Sirius, pendant les années 50, a connu, je crois, j'ai dû le marquer, au moins deux avis défavorables pour deux albums publiés, ce qui a contraint effectivement et l'éditeur à dire à l'auteur d'arrêter complètement la série. Alors ça, c'était le cas extrême, évidemment, mais comme quoi ces formules d'intimidation marchaient bien, en tout cas dans cette, on va dire, âge d'or de la censure des années 50. Alors, donc, ça, c'était un type de publication pour la jeunesse, c'était les publications avec toutes sortes de séries de personnages. Et puis, il y avait les publications avec une seule série, ou en tout cas une seule série principale, puisque pour obtenir, là c'est un autre type de contrainte, pour obtenir numéro de commission paritaire qui donne droit à des tarifs préférentiels pour les envois par la poste, des choses comme ça, les publications, en particulier les publications jeunesse, étaient tenues de publier, de ne pas publier une seule bande dans un titre. Donc, même si vous voyez par exemple ici Mandrake en couverture, il allait probablement y avoir dans un titre consacré à Mandrake, à la fin, une autre histoire. Alors ça, c'était pour deux raisons. C'était aussi pour éviter que, sous prétexte de presse, on ne publie ce qui était en réalité des albums. Et puis, bon, je crois que c'était la raison essentielle finalement. Mais quand même, si on avait un titre comme par exemple Mandrake qui était mal vu de la commission, voilà, il y avait guère de choix, fallait l'arrêter, quoi. Mais ces publications ont quand même continué. Hein. Je vais vous citer un avis défavorable de Monsieur Gauthier, représentant de l'Union nationale de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, le 10 octobre 1963, qui concernait donc cette publication. C'est pas un petit format, mais c'est un format assez
c'est pas le format du comic book non plus, mais voilà. Donc il disait à propos de Mandrake, dans Mandrake, la violence physique externe est remplacée par une force intérieure mystérieuse plus troublante qui ranime de la sorte en inversant le mythe de Tarzan. Le héros s'en remet pour vaincre à l'hypnotisme ou à la magie, et ses péripéties extravagantes ou constituant hallucinatoires ou effrayantes sont finalement de nature à démoraliser la jeunesse, au sens de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1949. Alors on remarquera que c'est souvent un peu les mêmes adjectifs qui sont employés soit par monsieur ici Gauthier, soit il y a eu un autre célèbre membre de la commission de surveillance qui s'est appelé monsieur Raoul Dubois, qui lui était représentant des francs et francs camarades, qui employait beaucoup ces mots d'effrayant, violent, démoraliser la jeunesse, et on retrouvera ça même des dizaines d'années plus tard, quand Jean-Paul Jenkin évoquait l'interdiction autour des premières quasiment les premières publications de super-héros en France, notamment avec d'abord Fantasque et puis après Marvel, c'était ces mots-là qui étaient employés. Oui, en fait, finalement, cette notion qui est vraiment très importante, c'est cette notion de démoralisation de la jeunesse. Si vous étiez là la semaine dernière, vous avez pu constater ou apprendre que aujourd'hui la commission s'intéresse plutôt aux livres jeunesse, mais à l'époque, en fait, la commission s'en prend clairement aux mauvaises lectures, avec dans l'idée que de toute façon les enfants vont lire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus comme aujourd'hui, il n'y a pas comme aujourd'hui la question à se poser, mais est-ce que les enfants vont lire ? C'est clair, s'ils veulent se distraire, à l'époque, il n'y a pas 36 moyens, ils vont lire. Mais ce que voudraient tous ces gens qui sont dans la commission, en particulier ceux qui représentent les associations familiales, les éducateurs, etc., c'est qu'ils lisent de bonnes choses, des choses qui vont être bons pour eux, et non pas des choses qui vont être nocives, qui vont les démoraliser. Vous savez, cette notion de démoralisation, elle est utilisée finalement par la commission de surveillance et aussi par l'armée. Il faut pas démoraliser les troupes. Donc il y a toujours cette idée que tout ça peut saper les valeurs. Et faire peut-être que les enfants vont ne plus avoir une bonne morale. Alors il y a la morale des chères têtes blondes de ces années-là, et il y a aussi le protectionnisme, parce que quand on regarde là les interdictions à l'importation des bandes dessinées, enfin des premiers albums, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on évoquait aussi tout à l'heure le support, les premiers livres de recueil de bandes dessinées étaient peut-être un peu plus chers, évidemment, quand ils étaient édités soit chez Casterman, soit au Lombard, ou soit chez Dupuis, encore qu'il y a les formules souples des albums. Mais quand il y avait évidemment une forme de protectionnisme de la part de la loi de 1949, qui visiblement aussi, il faut le rappeler et peut-être insister là-dessus, a été votée pour la bande dessinée. Je veux dire, c'est plus que, je dirais, les publications destinées à la jeunesse, elle visait clairement la bande dessinée. Oui, et ce qui est drôle, enfin, façon de parler, c'est que si vous lisez le livre de Bernard Joubert, vous constatez quand même une chose, c'est que des bandes dessinées, finalement, il y en a beaucoup qui sont citées, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas du tout des bandes dessinées. Et quand on regarde, une chose qui m'avait frappé, c'est quand j'avais regardé la liste des premières interdictions donc prononcées en 1950, il n'y avait pas de bande dessinée là-dedans.
Ce qui était interdit, c'était des romans noirs, un peu olé olé. Dans les années 50, beaucoup de revues de pin-up, des romans érotiques, suggestifs, licencieux. Oui, finalement, il n'y a pas tellement matière à interdire dans la bande dessinée des années 50 et même 60. Finalement, il me semble que le moment où la bande dessinée commence à être sujette à interdiction, c'est justement dans ces années 60 où on commence d'une part à voir apparaître des bandes dessinées pour adultes, en particulier Barbarella, et également où commencent à revenir les bandes dessinées américaines, et cette fois-ci une nouvelle génération de bandes dessinées américaines dont les histoires sont très axées sur les super-héros. Mmh. Là, je montre ici le numéro 3 de Tonnerre. C'est un cas intéressant, Tonnerre, parce que c'est un titre qui, parmi les premiers titres à publier des récits de super-héros qui ont quand même été dessinés par Wallace Wood, Ditko ou Gil Kane. Enfin, cela dit, la commission n'en avait strictement rien à faire de savoir si c'était bien dessiné ou pas. Ils étaient absolument incapables de faire la différence entre une bande dessinée torchonnée par un tâcheron et des maîtres du 9e art. Alors c'est intéressant, comme je le disais, parce qu'il y avait une manière de la part des éditeurs, là, c'est un éditeur lyonnais, les éditions des Remparts, de contourner la commission de surveillance. Donc, le lancement se fait en tant que publication jeunesse, mais une mention pour adultes apparaît dès le numéro 3. Tentative donc de la part de l'éditeur d'échapper aux critiques formulées contre toute revue de super-héros examinée sur la base de l'article 2. Mais en faisant ça, l'éditeur se place à la merci de l'article 14. Donc article 14, publication de toute nature, et à ce moment-là, donc la commission le menace d'une triple interdiction. Et en fait, c'est bien ce qui a fini par arriver, je crois, non ? Alors, en tout cas, j'ai plus. Parce que Tonnerre s'est arrêté, je crois, au numéro 10. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement. Là, dans ce cas précis, de toute façon, je pense que Tonnerre n'aurait pas duré très très longtemps, vu que l'éditeur américain lui-même n'a pas duré très très longtemps. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai parlé d'une nouvelle vague de super-héros. Cette nouvelle vague, donc ici vous voyez une publication de 1967, cette nouvelle vague, elle avait vraiment commencé à la toute fin des années 50, début des années 60. Et déjà un éditeur qui était les éditions Artima avait commencé à publier certains personnages de la firme DC Comics, mais ils avaient dû arrêter assez vite, malgré des précautions qu'ils avaient prises. Et si tu pouvais nous montrer la couverture de Flash, s'il te plaît. Oui, j'arrive. En fait, la commission détestait profondément tous les personnages masqués. C'est pour ça que les super-héros, c'est sûr que ça risquait pas de leur plaire des tonnes. Ils détestaient tout ce qui avait trait à la science-fiction, ils détestaient tout ce qui avait trait au fantastique, à la magie. Enfin bon, on a l'impression, quand on lit leurs commentaires, d'avoir affaire à des rationalistes bornés, ce qui ne manque pas d'ironie quand on sait que certains de ces soi-disant rationalistes, ces rationalistes bornés étaient en fait des catholiques. Donc, qui, à part ça,
On voyait des gens qui venaient dire que la science-fiction c'était de la fausse science et qui, bon, à part ça, évidemment, je dirais, croyaient au miracle et à d'autres choses du même genre. Bon, alors vous voyez que ici, la couverture qui est reproduite, c'est une couverture de Flash, et vous voyez à gauche la version américaine et à droite la version française. Vous voyez immédiatement une chose, c'est que Flash, le héros américain qui se trouve à gauche dans chaque image, en France, il n'a plus de masque. Alors, il a tout de même conservé son collant. Oui, mais ce qui est quand même un peu crétin, c'est que, évidemment, quand il y a des histoires qui sont basées sur le fait que le héros n'est pas reconnu par ses proches parce que, justement, il porte un masque, et que dans la version française, il porte pas de masque, on est en droit de se demander, mais pourquoi son éternel fiancé à Flash ne le reconnaît pas quand elle se trouve face à lui, quoi. Bon, alors ça rend d'une part les choses complètement idiotes, et puis aussi on est en droit de se dire, mais finalement pourquoi les gens de la commission détestaient les héros masqués? En fait, on a souvent dit que c'était par référence à une organisation d'avant-guerre qui s'appelait la Cagoule. En fait, tout simplement, ces gens-là n'aimaient pas l'idée déjà tout simplement de surhomme. Pour eux, ça leur faisait penser évidemment au surhomme nietzschéen, au nazisme avec ses Übermenschen, etc. Et puis bon, comme ils n'aimaient pas la science-fiction, comme ils n'aimaient pas le fantastique, tout ce qui disons allait dans le sens d'un homme, soit d'un être humain, soit supérieur, soit inférieur. Ils n'aimaient pas Tarzan non plus, parce que Tarzan, c'est un homme singe, vous voyez. Et aussi parce qu'il était un peu dénudé, faut le dire. Oui, mais enfin, surtout parce que il est proche de l'animal, quoi. Vous voyez, en fait, il vit avec des singes, tout ça. Enfin bon, c'est une déshumanisation. Bon, enfin, bref, ils veulent des humains qui soient vraiment dans la moyenne, quoi, qui sortent pas du lot. Alors tout ça nous amène, mon cher Jean-Paul, parce que le temps avance, à évoquer quand même une incidence des recommandations, des recommandations répétées de la commission de surveillance auprès des éditeurs, évoquer aussi un sujet qui est, ma foi, je trouve assez pittoresque quand on survole cet âge d'or de la censure des années 50 et 60, c'est les retouches qui étaient déjà des choses. Là, je vous montre une image qui date de 49, d'avant une image justement de Tarzan, pour illustrer ton propos, de Tarzan qui est nu dans la version d'origine de la bande dessinée et qui se retrouve lors d'une publication française rhabillé. Alors il est évident qu'il y a des scènes, il y a des actions, il y a des thèmes qu'on retouche beaucoup. Il est évident qu'on peut pas montrer à l'époque des baisers. On le verra quand un homme ou une femme s'embrasse, c'est pas possible de le montrer dans les versions françaises. C'est difficile de montrer des personnages, notamment féminins, qui sont légèrement, qui montrent une poitrine à l'époque. Une poitrine, c'est-à-dire qu'on voit pas grand-chose, mais il fallait tout rhabiller, il fallait tout peindre. Il y a des sujets aussi très délicats à aborder, c'est comme les scènes de violence, considérées comme violentes par la commission de surveillance, notamment quand il s'agissait de western ou de récits de guerre. Là, j'ai pris un exemple de western, bien
on gommait les armes, ce qui donne des situations, vous l'imaginez, assez ridicules quand il y a des personnages qui meurent. On ne sait pas comment l'action a pu se dérouler, donc il faut trouver d'autres astuces pour au niveau du scénario, des dialogues pour le montrer. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que cet extrait de bande dessinée, dont vous voyez la version française en haut et la version italienne d'origine en bas, est publié en France par les éditions Lug. Lug est un éditeur lyonnais qui, à partir des années 50, commence par publier beaucoup de bandes dessinées d'origine italienne. Et comme parmi ces bandes dessinées, il y a beaucoup de westerns, Lug est obligé de mettre en place un système, un atelier de retouchage. Voilà. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cet atelier, il va pas chômer parce que Lug est le même éditeur qui, à partir des années 60, va faire découvrir en France les super-héros Marvel. Et donc, voilà encore des censures datant à travers les années 60, là, cette fois-ci. Alors, c'est d'abord les années 50, ensuite les années 60 en bas, en bas ici à droite et à gauche, enfin les années 70, où le fusil en couverture de Ombrax revient, mais il est redessiné. Et tout ça est inspiré d'un dessin de Pratt, mais ça c'est une sorte de digression. Alors évidemment, on retouchait à tel point que, autre exemple ici, une scène où on montrait un personnage se faire descendre n'était pas envisageable dans le courant des années 50, dans le mi-temps des années 50, donc on retouchait là. Pour le coup, on retouchait complètement l'image concernée. Le personnage qui tombait comme ça sur le sol, visiblement atteint par une balle, était main levée. Et puis le dialogue restait le même dans la case suivante. Beaucoup, lieutenant, je suis heureux de vous avoir sauvé la vie tout à l'heure. Ça a moins de sens, évidemment, mais tout ça est extrait d'un autre ouvrage que je vous conseille de regarder, qui s'appelle l'encyclopédie des revues de petit format de Gérard Thomasian, aux éditions Fantasmac, qui a passé, comme Bernard Joubert, des années de sa vie à regarder les éditions originales, les éditions françaises, à comparer, à retrouver les traces des séquences et des scènes qui ont été... Tu nous fais mijoter, là. Tu nous fais attendre impatiemment les censures de super-héros. Ah, pardon, oui, j'y viens. Enfin, j'en ai que quelques-unes, mais c'est aussi intéressant, oui, évidemment. Voilà. Alors, en fait, tu avais juste après, me semble-t-il, le nom, la couverture d'un fantasque. En fait, la première censure voilà. d'une publication Lug n'en est pas une. C'est-à-dire que quand les éditions Lug en début 1969 commencent à publier Fantasque avec les séries Fantastic Four, Spider-Man et Silver Surfer, ils vont assez rapidement recevoir une lettre de la commission leur disant c'est pas bien du tout ce que vous publiez, c'est plein de violence, voilà. Je vais la citer, je peux la citer, oui. Parce que j'ai retrouvé grâce au dictionnaire au Nico Joubert. Donc cette nouvelle publication est spécialement nocive par sa science-fiction terrifiante, ses combats de monstres traumatisants et ses récits au climat angoissant assortis de dessins aux couleurs voyantes. Vous voyez, on utilise à peu près toujours les mêmes arguments pour violence, couleurs voyantes. C'est illustré le prototype de ce qu'on ne saurait admettre dans la presse enfantine et appelle, en tant qu'il enfreint l'article 2, une mise en demeure immédiate. Mais en fait, la mise en demeure, c'était, comme toujours, l'intimidation. C'est-à-dire que ils allaient les mettre en demeure de quoi ? En fait, bon, l'éditeur, donc l'édition Lug, a quand même une longue pratique de la commission. On l'a vu avec ses ateliers de retouche pour ses westerns. Donc, il décide d'y aller doucement. Il interrompt Fantasque. Avec, d'ailleurs, dans ce numéro 7,
un mot au lecteur qui a fait croire longtemps que la publication avait été interdite, alors qu'en fait non, ils avaient simplement reçu cette mise en demeure. Et l'éditeur lance quelques mois plus tard 2 publications, Strange à partir de janvier 1970 et Marvel à partir d'avril 1970. Et Strange va durer très très longtemps. Je pense qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont lu Strange. Strange a publié les X-Men, Spider-Man, mais au départ, Spider-Man était publié dans Marvel. Et Marvel, lui, a eu une vie beaucoup plus courte, puisque en 1971, Marvel a été interdit de vente aux mineurs. Ce qui est ballot pour une publication destinée à la jeunesse. Et je dois dire que tous ces gens qui voulaient que les enfants ne soient pas traumatisés, eh ben ils ont traumatisé des enfants, moi, par exemple, parce que en 1971, j'avais 11 ans. Je venais de découvrir Strange, Marvel l'année précédente. J'étais déjà complètement accro à ces bandes dessinées de super-héros qui étaient bien différentes et souvent beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus visuellement intéressantes, mais aussi intéressantes parce que plus intéressantes que les bandes dessinées franco-belges de Spirou, Tintin et autres, aussi parce que les personnages n'étaient pas monolithiques, ils avaient des sentiments humains, ils avaient une vie à côté de leurs aventures. Spider-Man, c'était aussi un lycéen, Peter Parker, qui se faisait, à l'époque, on ne le disait pas encore, harcelé par certains de ses camarades à l'école, qui avait des problèmes d'argent, qui ne savait pas comment il allait pouvoir toujours boucler ses fins de mois, et bon, qui aussi régulièrement endossait son costume pour se battre contre le Docteur Octopus ou d'autres super méchants. Mais apparemment tout ce que ces gens de la commission avaient retenu, c'est il y avait des monstres, il y a de la violence, c'est pas beau, etc. Et donc je cite, en avril, tout n'est qu'horreur et brutalité dans cette publication. En 1971, donc vers le mois d'avril-mai, je me rends chez mon marchand de journaux pour acheter le numéro 14 de Marvel, qui avait été annoncé au dos du numéro 13, comme tout le monde, et rien. Puis, quelques jours après, toujours rien, etc. Et puis, finalement, quelques mois après, 2 ou 3 mois après, dans Strange, un texte de l'éditeur expliquant que la revue a été interdite de vente aux mineurs. Je vous le disais, comme par hasard, la seule année où cette interdiction entraînait un taux de TVA de 33%, et que donc ils avaient dû arrêter la publication de Marvel, et que les aventures de Spider-Man continueraient dans Strange. Et évidemment, pour les aventures des autres personnages, il a fallu trouver d'autres publications. Mais moi, je peux vous dire qu'à 11 ans, ça a fait de moi un ennemi déclaré de toute forme de censure, et aussi que je me suis dit que qu'est-ce que c'était que ces adultes qui venaient me dire ce qui était censé me traumatiser ou pas. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils en savaient, ces imbéciles, hein? Donc, oui, j'ai été traumatisé par Strange et Marvel, mais pas dans le sens auquel ils pensaient. Alors tu n'es pas le seul, c'est vrai qu'il y a eu d'autres personnes. La semaine dernière est venu ici même Bernard Joubert. Lui aussi a été traumatisé par justement les premiers les numéros de Marvel qui n'ont pas abouti, les Strange. En fait, lui il a été traumatisé quand il nous l'a dit la semaine dernière, quand il s'est rendu compte que les versions françaises étaient censurées par l'éditeur et donc n'étaient pas conformes aux versions américaines. Et
il a été encore plus censuré, traumatisé quand il a appris via un membre de sa famille qui se trouvait justement avoir eu entre les mains des comptes rendus de séances de la commission, que il a vu ça et il s'est rendu compte que donc il y avait une commission qui lui disait ce qu'il pouvait lire et ce qu'il pouvait pas lire, quoi. Genre, voilà comment on forme les citoyens en France dans les années 70. Et tel Don Quichotte, il a décidé d'en faire un ouvrage qui aujourd'hui est de référence. Mais c'est vrai que c'est à partir de 71 qu'Auguste Vistel a promis par courrier à la commission de surveillance de tout bien faire dorénavant et que ils allaient donner patte blanche et corriger le tir et éliminer toutes les choses, notamment ce qui était gênant, ces grosses onomatopées insignifiantes, les lignes de vitesse, tout ça. On allait demander à des dessinateurs maison dorénavant de le faire systématiquement. Et il y avait, comme tu le disais, il y avait énormément de travail et ça a duré toutes les années 70. Alors on aurait pu penser que ça dans les années 80, on pouvait avoir. Je montre aussi qu'il existe chez les autres éditeurs, ces retouches, ces ateliers de retouchage existaient. C'est chez Sage Édition, c'est dur à dire. Évidemment aux éditions Aredi Tartima à Tourcoing, qui publiaient des récits et remontaient beaucoup de récits de super-héros. Oui, mais en fait... Et dans les années 80, là je montre un exemple de 1987, c'est un récit de Frank Miller dessiné par David Mazzucchelli. C'est un épisode Daredevil. Oui. Alors, c'est là que ça devient très drôle. En fait, il s'agit donc d'un épisode de Daredevil qui est paru effectivement dans les années 80. Et qui faisait partie d'une série d'histoires composant un seul grand récit qui s'appelait Born Again, où on voyait la descente aux enfers du héros, puis sa remontée et son émergence, on voyait cette scène assez choquante, il faut le dire, où on apprenait que l'ancienne secrétaire de Daredevil, Matt Murdock dans son identité secrète, donc Karen Page, qui après avoir fait une petite carrière à Hollywood, était tombée dans la drogue et la prostitution, et donc on la voyait essayer de recontacter Matt Murdock, et en fait à cette époque-là, j'avais déjà commencé à participer à une revue Scarce, donc un fanzine sur la bande dessinée américaine et en particulier les comic books. Et évidemment, on a pas mal parlé des autocensures pratiquées par les éditeurs, et alors en particulier par les éditions Lug. Et bien sûr, ici, c'était formidable parce que franchement, si vous avez besoin de quelqu'un pour faire le ménage chez vous, il fallait s'adresser impérativement aux éditions Lug, parce que vous voyez, non seulement ils nettoyaient la table de nuit où il y avait plus ni pilule ni boisson alcoolisée ni revolver, mais également le lit où il y avait plus le client de Karen Page avachi. Donc vous voyez, on lui a laissé tout de même sa petite nuisette. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré toutes ces censures, Lug a été incapable de terminer l'histoire. C'est-à-dire qu'ils ont laissé ce récit-là en plan. Ça devenait impossible à autocensurer. Donc, la version complète de l'histoire est parue en album aux éditions Glénat quelques années après, mais pas très longtemps après. Et pour le coup, dans une version évidemment non censurée. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais c'est que pour la commission,
les bandes dessinées nocives étaient peut-être moins nocives quand elles paraissaient dans une revue. Sans doute dans l'idée que, si par exemple un enfant risquait d'être traumatisé par une bande dessinée violente, par exemple les aventures de Blake et Mortimer, au moins, comme ça paraissait dans le journal Tintin, juste après la page avec Blake et Mortimer, il y avait peut-être une histoire de Modeste et Pompon ou de Ricochet ou du Signor Spaghetti ou quelque chose comme ça, et au moins l'effet nocif était un peu dilué. Alors que, au contraire, dans les albums, là, c'était une seule histoire, donc la nocivité supposée était d'autant augmentée. Or, finalement, dans les années 80, on assiste finalement peut-être à une sorte de retournement, c'est-à-dire qu'il y a une plus grande tolérance vis-à-vis de ce qui paraît en album. Les censures pratiquées par les éditeurs, c'est encore dans la presse, mais à partir du moment où la même histoire est reprise en album, j'ai pas entendu dire que Glénat ait reçu la moindre remarque par rapport à Born Again. Non, comme tu le dis, ça correspond à une publication en périodique. Donc le temps avance. Est-ce qu'on peut classifier dans cet âge d'or de la censure concernant la bande dessinée, vous l'avez vu, vous vous rendez compte, la bande dessinée est vraiment une cible privilégiée de la commission de surveillance. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir des années 1990, on a beaucoup moins de cas? Il y a bien sûr quelques mangas il y en a 5, je crois, 6, qui ont été interdits, dont le fameux Angel de Eugene aux éditions Tonkam. Est-ce qu'on peut dire que le rôle de la commission s'atténue? Elle est pas moins vigilante vis-à-vis de la bande dessinée, mais les mœurs, je dirais, évoluent? Oui, non, mais il y a ça aussi. Je veux dire, les mœurs évoluent. Donc, les gens qui sont dans la commission, mis à part Raoul Dubois, qui a siégé pendant, 50 ans, changent. Et ce qui le paraissait horrible aux membres de la commission dans les années 50, ne va pas paraître, tout ce qu'il y a de plus anodin aux membres de la commission dans les années 90. D'autre part, la notion que toutes les bandes dessinées ne sont pas destinées à la jeunesse et qu'il existe des bandes dessinées pour adultes est quand même devenue assez acceptée, quoi. Et finalement, le cas que tu viens de citer et dont tu montres un exemple est probablement l'un des derniers cas de censure de bande dessinée par la commission de surveillance, et ça concerne les mangas. Et je crois que une chose qui visiblement inquiète la commission, c'est que les mangas sont lus par des jeunes, sont lus par des adolescents en particulier, et que d'autre part, souvent, les personnages ont des traits assez juvéniles. Alors, je vous avais parlé d'un éditeur qui justement avait eu les 3 interdictions et ne s'était pas dégonflé. Eh ben, voilà, c'est les éditions Tonkam qui publient donc au milieu des années 90 la série Angel de Eugene, qui est une série érotique. Je crois pas qu'elle soit super explicite, non, mais clairement, ce qui est marrant, enfin, c'est que on y voit des adolescents qui s'intéressent à la sexualité et qui qui n'hésitent pas à avoir des relations sexuelles, et puis ça les traumatise pas plus que ça, et en fait la série a été interdite
a eu les 3 interdictions, mais l'éditeur a continué à la publier jusqu'à son terme, puisque au total il y avait 7 volumes, après avoir eu l'interdiction. Et en provoquant aussi les membres de la commission, puisqu'il avait apposé en 4e de couverture le petit mot suivant, manga interdit à l'exposition, dangereux pour les adultes occidentaux. En fait, bon, l'éditeur joue un petit peu sur les mots, puisque finalement, quand il y avait les 3 interdictions, ça concernait évidemment des choses comme l'affichage et la publicité, et ça, je veux dire qu'on ait 8 ans ou qu'on ait 98 ans, je veux dire, on était affecté de la même façon. Mais en tout cas, bon, l'éditeur a tenu bon, il a tout publié, et pour autant que je sache, les ventes ont été bonnes, mais ça a été le dernier cas d'interdiction, le premier et le seul cas d'interdiction de manga. Emblématique. Et puis bon, par la suite, à partir des années 2000, la commission a cessé de lire des bandes dessinées. Je suppose que ils avaient passé l'âge. Enfin bon, ça devait plus les intéresser. Je vous propose de terminer sur ce point et puis de vous laisser la parole et puis de vous laisser poser des questions à Jean-Paul. Par exemple, je ferai juste pour mémoire, c'est l'éditeur et tout bêtement l'éditeur de bande dessinée. Je trouve que c'est un éditeur de bande dessinée qui a été la cible privilégiée des censeurs. Et cet éditeur se nomme Elvifrance. J'en dirai pas plus parce que je crois qu'on en a déjà parlé, mais entre 70 et 92, Bialek, l'éditeur, donc, a connu 532 titres interdits aux mineurs et 176 titres interdits d'exposition. C'est vous dire quand même. Alors, c'était aussi quelque chose qu'on a dit la semaine dernière. Bernard Joubert nous a rappelé fort opportunément que quand on dit il n'y a pas de censure en France parce que on ne peut pas interdire un titre avant sa publication, si, justement. En fait, à partir du moment où un éditeur avait eu la même année plusieurs interdictions, il était soumis au dépôt préalable, et le dépôt préalable, c'était exactement ça. Ça consistait à déposer à la commission pour approbation la version finale et publiée de l'ouvrage de manière à ce que la commission puisse juger si pouvait être diffusé ou pas. Et si elle disait non, ça voulait dire que le bouquin ne pouvait tout simplement pas être diffusé. Alors Bernard Joubert nous a rappelé que l'éditeur, donc Elvifrance, avait trouvé un subterfuge qui consistait à faire des micro-tirages exactement semblables à la publication qu'il comptait faire, donc d'une trentaine de copies, qui étaient soumis donc à la commission, et si ça passait, bon, après il lançait le tirage normal. Si ça passait pas, il y avait un petit manque à gagner, mais au moins c'était pas sur un tirage de plusieurs milliers d'exemplaires. Alors plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, parce que ces publications chez Elvifrance, comme Sambot, c'était plus de 100 000 exemplaires, 200 000 même, je crois. Merci Jean-Paul Genquin. Je pense qu'on va terminer ce sera le mot de la fin. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.